sève sur mes lèvres. Moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute, avec un autre. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous dites régulièrement que le développement des énergies renouvelables est un important vecteur d'emploi. Je partage totalement ce point de vue et je pense tout particulièrement à l'éolien en mer. À l'occasion de l'attribution récente qu'a évoqué Denis Baupin du marché de réalisation de 2 parcs éoliens offshore, l'un au large du Tréport et l'autre au large des îles Dieu et Noirmoutier, une question s'est notamment posée sur le plan environnemental. Alors je souhaiterais avoir votre avis sur ce sujet, car il ne s'agit pas seulement d'un choix technique, mais d'un choix politique en matière écologique. Et par ailleurs, nous savons que des prospectives sont en cours pour localiser d'autres sites potentiels au large. Pourriez-vous nous dire quels sont vos objectifs en termes de développement de notre parc éolien offshore dans les prochaines années, car c'est effectivement un enjeu particulièrement important pour l'emploi et qu'il y a des perspectives particulièrement importante pour notre pays. Olivier Falorni, en ce qui concerne le parc éolien offshore, vous avez évoqué des différences de techniques concernant la protection de l'environnement marin. La commission de régulation de l'énergie, vous le savez, qui a émis un classement des projets, a pris en considération, bien sûr, cette dimension environnementale du projet, ce qui ne m'a pas empêché ensuite, lorsque les parcs éoliens ont été attribués, notamment en l'occurrence il a été attribué à Gaz de France allié à Areva, j'ai demandé à l'entreprise Gaz de France de regarder à nouveau les techniques qui seront utilisées par rapport à un sous-sol marin, un sol et un sous-sol marin assez fragiles, ce qu'il m'a d'ailleurs dit en effet qu'il allait s'engager dans cette direction-là pour réexaminer avec les associations de pêche en particulier la façon dont on pouvait adapter les techniques à la nature du sol et du sous-sol marin dans cette zone. Vous savez, la France là s'est engagée sur la construction de 6 parcs éoliens en mer. C'est vraiment une réussite extraordinaire. Les industriels se mobilisent. On est en retard par rapport à des grands pays du nord de l'Europe, très en retard. Même je souhaite que ce retard soit rattrapé. Nous avons déjà 6000 MW en construction. Mon objectif, c'est 3000 MW en construction. Il va y avoir donc de nouveaux appels à projets, notamment avec les nouvelles technologies de l'éolien flottant. L'objectif étant de produire 6000 MW grâce à l'éolien en mer.
ouais. Hein, Olivier, le bassin de commerce à 2h moins le quart avant Guido. Bah non, je veux dire pour les bateaux de 2h moins le quart. On va tomber ici du flot derrière directement, c'est tranquille, je pense. Ah bah oui, parce qu'on peut le faire avant. En quoi le projet de parc éolien en face du Tréport de Mers-les-Bains et de la côte en général risque de ruiner la pêche s'il se réalise? Deux, qu'est-ce que signifie la ruine de la pêche pour la ville du Tréport? La spécificité de la réaction négative par rapport à la volonté du gouvernement de mettre un parc éolien dans cette zone-là, c'est que c'est une zone spécifique par sa richesse, sa diversité d'espèces. Il faut savoir que la Manche, c'est un couloir de migration pour les espèces halieutiques et que c'est pas une mer comme les autres. À la différence de la mer du Nord où il y a moins de variations de fond, il y a d'abord moins d'odeur d'eau, là où les parcs éoliens sont mis en place. Bon, nous, si vous voulez, tout le discours qui dit que les éoliennes ne produisent rien, que ça coûte cher, etc., on le sait. On le sait, c'est une volonté politique, on considère que c'est pour faire plaisir à l'écologie. L'écologie qui pour la plupart sont pour l'éolien parce qu'ils sont anti-nucléaires. Donc ça, si vous voulez, c'est un discours qui existe, mais c'est pas, vu la volonté politique, on ne considère pas comme étant une volonté adéquate par rapport au problème de l'énergie, etc. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est que si on va dans le délire, on veut mettre des éoliennes en mer, eh bien qu'on les mette au moins en respectant les zones halieutiques, les zones de reproduction, là où il y a toutes les espèces, le hareng, le barbet, la seiche, enfin voilà, on a des gisements exceptionnels d'amandes, de coquilles Saint-Jacques, etc. Et on va aller mettre ça dans cet endroit-là. C'est un non-sens, c'est une hérésie, c'est une incompréhension totale. Ça limite, disons-le, je peux même pas le dire, tellement c'est, voilà, mais comment accepter ça? C'est n'importe quoi. Tous les bateaux qui vivent de ce port, de Dieppe, etc., y compris les bateaux qui sont issus de Boulogne, issus de Fécamp ou autres, viennent pêcher jusque chez nous. Même les bateaux de Basse-Normandie viennent à certaines époques pêcher chez nous. Bon, donc il faut pas seulement regarder le port du Tréport, c'est une façade maritime qui s'oppose à cette décision. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si les politiques veulent faire pour être élus, eh bien en tout cas, ils n'auront pas les voies de la pêche, c'est obligé. Hein, voilà, ils sont en train d'énerver tout le monde. Alors, faut croire que ce qu'ils attendent, c'est un conflit avec la pêche. Nous, les conflits, on en a marre. Le métier de pêcheur, c'est pas de monter des barricades, c'est d'aller pêcher en mer pour nourrir la population. C'est une activité qui recherche de l'emploi, parce qu'on cherche des marins, on crée de la richesse. Donc il faut arrêter de dire que la pêche s'affaiblit. La pêche s'affaiblit, de toute manière, toutes les professions s'affaiblissent aujourd'hui en France. Alors c'est pas un problème de la pêche, c'est un problème politique, c'est un problème de compréhension et de réaction vis-à-vis du monde du travail. Voilà, c'est un non-sens. Enfin voilà, comment le dire? Est-ce qu'ils entendent de ce qu'on dit? Vous l'avez bien dit, hein, je crois. Alors la question, combien y a-t-il de bateaux ancrés ici, au Tréport? Au Tréport, aujourd'hui, on a 45 bateaux à l'année et ça peut monter jusqu'à 60, 70 bateaux selon les saisons. Les bateaux rentrent là pour la sèche notamment, enfin les périodes où justement il y a de l'activité selon les espèces, les migrations, les saisons, etc. Voilà, on a des bateaux. Chaque fois qu'il y a un bateau qui a besoin d'avitaillement ou quoi que ce soit, ça fait marcher des outils comme la coopérative. La coopérative des pêcheurs, c'est un outil où on avitaille les navires en carburant, on fabrique la glace, on les avitaille en glace, on loue des box réfrigérées, enfin voilà. C'est un outil qui fonctionne et qui fonctionne parce qu'il y a un équilibre. Si vous retirez 20% des bateaux, l'outil n'est plus rentable et il n'a plus qu'à fermer. Il n'a plus qu'à fermer. Alors que font les autres? Surtout que la glace, c'est pas seulement les bateaux, c'est aussi les marieurs, les poissonniers, les restaurateurs, hein, et parfois même les particuliers. Hein, d'accord? Donc, il faut qu'un port, le port c'est un outil qui doit fonctionner avec une rentabilité, voilà, comme dans tous les ports de toute manière. À partir du moment où on prend des décisions qui mettent à genoux le port, eh ben c'est un non-sens.
Une question, non pas annexe, mais ça représente en emploi direct, c'est-à-dire en termes d'équipage. C'est combien de personnes à peu près? On a 45 navires, c'est 45 entreprises de pêche. Oui. C'est 45 entreprises qui paient des charges, qui paient des taxes, qui font face. Le métier de marin, c'est pas un métier de menteur. C'est-à-dire que quand vous êtes en mer, vous êtes face aux éléments. Et c'est pas du discours. Quand vous êtes face aux éléments, vous êtes obligé de réagir par rapport aux conditions de mer, par rapport à la pêche qu'il y a. Hein, on choisit son secteur, etc. Et on va faire tourner son entreprise. Et ça génère des emplois. On a 200 à 250 marins et c'est 2000 emplois derrière. Bon, alors il faut aussi considérer, parce qu'il y a les emplois directs et indirects, bien sûr. Donc ça monte jusqu'à 2000 parce qu'en fonction des saisons, eh bien, c'est plus ou moins bien entendu. Voilà. Je suis parti de l'Oise. J'ai tout quitté là-bas. Du jour au lendemain. J'ai tout quitté, je suis venu ici. J'ai tenu un camping pendant une année, à Criel. À Criel, j'ai quitté parce que ça a été repris par la commune. Je vous explique. Ça arrive, hein, j'y arrive. Après, j'ai eu un ami qui est parti d'ici, donc j'ai pu avoir l'appartement dans cette rue-là, rue Saint-Michel. Au Tréport. Voilà, au Tréport. Et franchement, ici, je suis tombé amoureux ici. On est bien ici. Oui. Ah, mais c'est formidable. Même quand il pleut, même quand il neige, même l'hiver. L'hiver ici, c'est... Pouf. Et pourquoi? Bah parce que c'est magnifique. Vous allez bord de mer, on en revient à l'esplanade, on en revient en bord de mer. Vous allez vous balader, il pleut, il neige, il y a du vent, mais c'est magnifique, c'est beau. La mer, elle se déchaîne. Vous avez une superbe vue en mer, c'est magnifique. Ah, moi j'adore ici. Métier semeur, tu nous parlais du Tréport avant et le Tréport aujourd'hui. Bah, le Tréport avant, c'était je sais pas combien de bateaux, je sais pas, moi je suis venu ici, au début, la première fois que je suis venu ici, j'étais petit, j'étais un gamin. Quelle année à peu près? J'ai 45 ans. Ouais. Je suis venu ici, j'étais gamin, j'étais tout petit. Je venais ici déjà avec mes parents. Mais après, je suis venu ici parce que ça m'a plu, c'était beau, j'ai vu tous les bateaux, j'ai vu tous les... Il y en avait combien des bateaux? Le chiffre, je peux pas vous 70 dire. à peu près. Oh, moi, dans ma petite tête, je voyais même plus que ça. Ah oui, mais t'étais petit alors. Voilà. Il y en avait beaucoup, quoi. Il n'y en a plus que 40 à 50 maintenant. Il y en avait plein, j'ai même des... Comme je vous dis, j'ai 45 ans, j'ai peut-être même connu encore les bateaux qui vont à la pêche avec des voiles, je crois. Si j'ai le dernier bateau ou quelques-uns des derniers bateaux qui partaient en pêche avec des voiles. Et c'est pas les considérations des promoteurs qui font des discours, parce que de toute manière, les promoteurs, ce sont des commerciaux. Voilà, ce sont des gens qui vendent de l'électricité. L'électricité, ça se vend, ça rapporte de l'argent. Voilà. Nous, dans les comités, dans les ports comme ça, on n'a pas des comités d'entreprise comme ils peuvent avoir dans ces grandes boutiques-là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que tous ces systèmes-là, forcément, les gens sont habitués à recevoir de l'argent facile, parce que c'est facile de vendre l'électricité, parce que c'est obligé maintenant, l'électricité. Vous voyez, à une époque, l'électricité, vous choisissez, vous en prenez, vous n'en prenez pas. Maintenant, on vous oblige à faire des déclarations avec des ordinateurs. Celui qui n'a pas d'électricité, il est mort. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On vous force à accepter un marché, à dépenser votre argent dans un système, et en plus, on va vous forcer à aller dans un sens qui ne vous convient pas. Voilà. Donc, les producteurs d'électricité, les commerciaux, tous ces gens-là, ils vous font des discours pour vous endormir, et en même temps, pour vous endormir, eh bien, ils ont la solution. Et la recette, c'est vous proposer de l'argent. Parce qu'on va vous donner de l'argent. Alors acceptez, on va vous donner de l'argent. Nous, c'est pas de l'argent qu'on veut. C'est un métier, faire travailler des familles, donner un sens à la vie, le côté humain des choses. Voilà. Et pas le fric, la bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ça, si Daesh il devrait s'occuper d'un truc, bah, c'est de faire péter la bourse. Parce qu'au lieu de faire chier les gens, au lieu de faire chier les gens dans les communes et tuer des innocents, et ben c'est là-dessus qu'ils devraient taper le Daesh. Le problème, c'est que maintenant les financiers sont plus à la bourse, c'est sur des réseaux. Bon, et ben voilà, qu'ils fassent péter les financiers. Voilà. Il y en aura le bol de tout ça.
Il y a du Saint-Pierre, avec la grosse tache noire. Sol. Non, le chef. Ah, Marcel, il faut te avancer, hein. Oui, monsieur Poulier, il est pas là. Il est là. À tout à l'heure, Bertrand. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah non, ça fait. Est-ce qu'on a encore assez de petits là? C'est sûr? On a assez. 15 jours maintenant. Non, on ferait bien d'en prendre. Hein. Bon, alors, un de chacun. Demandez combien vous avez de chèvres? 43. 43 chèvres. Vous avez 43 chèvres laitières que vous travaillez toutes à la main. Oui, monsieur. Et vous venez ensuite vendre Sur le marché. Sur le marché du Tréport, oui. Sur le marché du Tréport, le mardi et le samedi. Et alors, ça marche bien? Ça va. Ça va, peut aller. ouais. Une pause Dans de... les éoliennes. Ouais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas pour. Ouais. Non, parce que les pêcheurs, après... Non, non, je suis pas Et pour qui les dit éoliennes. pêcheur, il dit aussi tous les commerces du coin. Et Hein. voilà, tout à fait. Mais, Ouais. mais qui est pour? C'est la question qu'on finit par se poser quand on se balade Pour ici. ceux de l'intérieur, les gens de l'IOPS, les escrologistes, comme ils les appellent ici. Oui. Hein, ces salopards. Bon, si Daesh veut faire péter quelque chose en France, il faut faire péter les financiers, la bourse qui nous fait chier avec. Voilà. Et je trouve que elle, ce qu'elle disait, cette personne de Cailleux, donc je sais pas si elle est exactement de Cailleux, enfin elle est du côté de la baie de Somme, et elle disait que on n'avait pas valorisé, c'est-à-dire on n'a pas mis un prix sur la valeur inestimable de nos paysages. Quand je dis nos paysages, évidemment, je parle du littoral français en général. Nous ici, ce qu'on a, c'est voilà, ce sont ces falaises majestueuses. Les plus hautes de France, il ne faut pas Les plus l'oublier. hautes d'Europe. D'Europe, j'en sais rien. Oui, oui, mais moi je sais, les falaises de près les plus hautes d'Europe. Donc le Tréport, c'est vraiment ça. Alors le caractère emblématique, c'est ça. Évidemment le port de pêche, parce que un port sans pêche, c'est plus un port. Nous, on est en partenariat total, tous les commerçants qui vivent du tourisme. Il ne faut pas oublier que sur la frange de la côte, il y a une personne sur 6 qui vit directement du tourisme. C'est pas indirectement, c'est directement. On sait qu'un emploi qui meurt en mer, ça fait perdre 2 emplois et demi à 3 emplois à terre. Donc quand on supprime un équipage de 5 personnes, en réalité, on supprime au minimum 15 personnes. Et ça, voilà, c'est une réalité qui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est établi économiquement et voilà. S'ils n'avaient pas touché aux Bretons, eh ben ça serait passé comme une lettre à la poste ce truc-là. Parce qu'en Bretagne, avec Anne de Bretagne, qui avait passé la libre circulation des citoyens, donc ils ne payaient pas les bacs, c'était gratuit. Et c'est pour ça qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute payante. Alors quand ils ont installé les cotax en Bretagne, alors là, les Bretons n'étaient pas contents. Alors si ça avait dispensé de ça en Bretagne, ça serait peut-être passé comme une lettre à la poste, cette putain de taxe. Non, là, ce qu'on fait, c'est qu'on montre les gens qui bossent. Qui bossent vraiment. Ouais. Parce que la plupart des gens qui parlent de ça, savent pas ce que c'est que le travail. Ouais. Le travail utile. Le travail valorisant. Ouais. À la fois pour ceux qui l'effectuent et pour ceux qui en profitent. Et t'as vu les écotaxes, ils les ont pas retirés, hein. Non. Les potences, tout ça, là. Parce que ça coûte tellement d'argent à retirer, maintenant ça va rester. Ouais, les portails, ça va une idée rester- géniale. Voilà, ça va rester pourrir sur les autoroutes. Jusqu'au jour où ça pourrit, c'est que ça tombe par terre. Bah, ils étaient tous d'accord pourtant, hein, depuis Sarkozy, Fillon, Hollande, Voilà. Ségolène Royal, Valls, ils étaient tous d'accord là, hein, pour cette connerie. Voilà. Hein, c'est curieux, hein. Ils étaient tous d'accord pour les retirer, mais ils sont toujours là. Enfin, ils n'étaient pas trop d'accord pour les tirer, mais finalement, ils peuvent pas faire autrement. Voilà. L'ennui, c'est qu'ils les ont laissés, donc. Voilà, les Bah, ça améliore le paysage, Non, peut-être. parce que ça coûte tellement cher à faire retirer. Dépêchez-vous les gamins. Je crois que vous êtes à moi.
Là, c'est quand même, il y a des manœuvres ici, regarde. Il ne faut pas gêner les activités du port. Il tolère un peu par là, parce que il y a une tolérance. Il tolère, où il tolère, c'est là, à la sortie du port. Non, par là, dans le bout, là-bas. Dans le bout, juste avant l'écluse, là. Au bout, là. Parce que là, vous allez vous faire... Là. Entre les éoliennes qui veulent mettre en... Imaginez les éoliennes en face, et en face le port. 200 mètres de haut. 62 éoliennes. On arrive à une nouvelle étape, puisque après cette compétition qui a permis au fond une répartition équitable entre l'ensemble des opérateurs présents autour de cette table, nous passons à une nouvelle étape qui est la convergence et la création d'une véritable force de frappe française, européenne et internationale, car je souhaite que non seulement nous puissions rapidement construire ces parcs éoliens en France, mais surtout être à l'offensive sur la conquête des marchés étrangers, puisque comme vous le savez, nous devons construire l'Europe de l'énergie, je m'y suis attelée, et donc les projecteurs sont braqués sur l'industrie française, sur les savoir-faire français, alliés bien évidemment aux autres opérateurs. On n'est pas enfermé dans nos frontières, bien évidemment, puisqu'on demande aussi une offensive à l'international. Donc il y a aussi une compétition saine qui se passe à l'international. Mais je crois que la force de frappe que vous avez ici montre bien que la France est parfaitement positionnée et participe de ce que j'appelle l'ambition de faire de la France la première puissance écologique d'Europe. Moi, ce que je disais dans l'autre sens de cette dame-là, c'est de dire justement que ce qu'on a devant nos yeux, ça n'a pas de prix. Alors évidemment, ça c'est la première chose, c'est la côté, j'allais dire, c'est le côté émergé de l'iceberg, et il y a tout ce qui est en dessous, ce caractère halieutique inestimable, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de reproduction ancestrale, c'est pas nous, c'est la nature qui a décidé d'eux. C'est la raison pour laquelle, au cours des deux débats publics, il y a toujours eu un obstacle, une opposition très importante du monde de la pêche, mais aussi du monde des commerçants qui sont partenaires directs de la pêche, qui sont soumis directement aux ressources maritimes, et tout simplement parce que il y a d'autres endroits. Ces endroits-là, on les a proposés, ça a été même clairement proposé, de façon intelligente, de façon argumentée. Ça a été posé et ça a été débattu. Les conclusions du débat public ont été de la part des gens qui organisaient le débat, je veux dire de tous les intervenants, de dire effectivement cette opposition elle est réelle, elle est fondée. Non seulement elle est fondée par des hommes, mais elle est aussi fondée par des faits scientifiques. Moi j'ai été complètement ahurie d'entendre la réponse à la question qui a été posée, et donc a été donnée cette réponse le dernier jour du débat public, à savoir que le caractère de battage, donc puisqu'on n'est plus dans le tourbillonnage, dans cette meule, mais qu'on va maintenant battre les fonds marins pour déposer ces immenses monstres d'acier, parce que moi je ne les vois pas autrement, à 220 mètres de hauteur, on va ridiculiser, j'allais dire, la nature, puisque ici on est à 110 mètres de haut sur les falaises du Tréport, donc on a beau nous dire qu'on est aveugle, enfin bon bref. C'est quasiment 2 fois la hauteur des falaises. Absolument, absolument. Et il y a aussi
il ne faut pas l'oublier, au-delà de notre paysage, nous sommes dans l'habitat des migrateurs, c'est-à-dire qu'on va aller dans des endroits de vie, de passage obligé des migrations. Ça veut dire que d'un côté, on a fait une politique de préservation, que ce soit la maison de l'oiseau, que ce soit la baie de Somme, que ce soit les obligations qui existent par rapport au monde de la pêche, de quotas, d'interdiction d'œufs, etc. Et de l'autre côté, on ouvre une porte en disant voici les clés, faites ce que vous voulez, faites ce battage qui va entraîner, c'est-à-dire que l'onde du battage, ça a été clairement répondu, l'onde de choc par le bruit tue aux alentours et sur 10 jours, sur l'onde, ça tue 100% de la vie animale, que ce soit de la vie des phoques, des dauphins, parce qu'on a beaucoup de dauphins par ici depuis déjà quelques années, les bébés phoques qui se reproduisent, les phoques qui se reproduisent en baie de Somme qui sont préservés, et aussi tue par implosion des viscères les poissons qui vont mourir d'hémorragie interne. Et tout ça, c'est prouvé, c'est dit, c'est affirmé. Et on va dans cette zone-là parce que, pour une raison d'argent. C'est-à-dire que, pourquoi là? Parce que c'est beaucoup moins cher. Et oui, croyez-le ou pas, c'est juste pour ça. C'est parce que, du coup, ce sont des hauts fonds, donc des endroits où il y a des couches sédimentaires importantes, où effectivement il y a la nourriture des petits poissons, il y a les nourricières de poissons qui sont là, parce que c'est un ancien fleuve côtier. Et cette réalité scientifique, tout le monde la connaît, on ne peut pas l'ignorer. On s'assoit sur tout ça et on fait croire aux gens que c'est de l'écologie. Et dès qu'on aborde le sujet avec les gens en général et qu'on leur explique, parce qu'on ne leur dit jamais tout ça, on leur dit pas que ça fait une augmentation épouvantable sur leur facture d'électricité et que c'est tout ça pour ça. En plus, c'est un marché de dupes parce qu'on nous a fait miroiter des emplois en termes d'emplois français avec des créations d'usines pour faire une filière éolienne qui n'existera jamais. Bah oui, elles sont importées d'Allemagne en plus. Voilà, parce qu'Areva c'est fini et aujourd'hui ils se battent tous pour reprendre le projet. Ceux qui se battent, ce ne sont pas des Français. Ça veut dire qu'on va sacrifier la beauté, les oiseaux, les marins pêcheurs, nos ressources de nourriture pour nos enfants, mais bon sang, ça fait frémir personne. Et tout ça en faisant payer le double, le triple, avec en plus 75 millions d'euros développés par la région. Enfin, je veux dire, c'est abracadabrant, quoi. Ici au Tréport, il y a eu un premier projet qui n'a pas abouti il y a 10 ans à peu près, qui était monté par la Compagnie du Vent, une start-up effectivement d'une 80 personnes à peu près de Montpellier, qui est venue s'installer là et qui a dit voilà, je vais faire un projet éolien ici au Tréport. Alors ce monsieur président, monsieur Germain, a réussi à vendre sa société, sa start-up à Engie. Il faut déjà savoir qu'il est devenu à l'époque quand même là parmi les premières fortunes de France. Hein. À ce moment-là, rien que l'effet de la revente de 50% des parts seulement. Spéculative de 50% des parts de la Compagnie du Vent. Que le pouvoir politique a imposé de racheter. Je ne sais pas si c'est le pouvoir politique. Si. Michel Germain ne s'est pas trouvé satisfait de la somme qu'il a obtenue. Et donc il fait actuellement d'ailleurs un procès contre GDF qui est devenu Engie. Bien. Ça, c'est le premier projet. Un nouveau tapis, donc. Oui, il est toujours parmi les premières fortunes de France. Oui, lui, il n'est pas ruiné de chez ruiné. Oui. Il n'est pas encore ruiné de chez ruiné, oui. Alors, si on prend le premier appel d'offres, il y a EDF Énergie Renouvelable qui est donc à la tête de ces projets, de ces 4 projets. Alors là, c'est une autre histoire, hein, qui n'est pas inintéressante non plus. L'historique est assez amusant. C'est une société qui est une petite société, SARL d'ailleurs, qui s'appelait SIF, dont le siège social est au Luxembourg. Comme par hasard. Et qui s'est fait racheter, dont le président était Moratoglou, un grec, qui s'est fait aussi donc cette petite société s'est fait racheter par EDF Énergie Renouvelable. Alors M. Moratoglou a été beaucoup plus fort que Germain, d'ailleurs Germain ne l'a jamais admis et digéré.
et parce qu'il s'est fait devancer. Il est devenu PDG de la société EDF Énergie. Moratoglou. Moratoglou est devenu PDG de la société EDF Énergie Renouvelable, avec sa femme, etc., à l'intérieur du conseil d'administration. Quand nous, on a vu des statuts de la société CIF à l'époque, et même EDF Énergie Renouvelable de l'époque, à Luxembourg, il y avait monsieur, madame, les 2 enfants. Le numéro 2 de EDF Énergie Renouvelable. Une PME familiale. Oui. PME familiale. Oui, mais qui était devenue filiale d'EDF. Hein. Non, mais je dis ça en rigolant, bien sûr. Voilà. Là, c'est le népotisme. Les numéros 1 le népotisme au maximum, là. Kochia, monsieur Kochia, etc., qui était au conseil d'administration et qui était numéro 2 de la filiale EDF Énergie Renouvelable. Monsieur Moratoglou donc, a monté on peut dire un holding au Luxembourg, dont 7 sociétés, mais il en avait d'autres en plus, évidemment. Il n'y avait pas que celle-là dans les énergies renouvelables. Il a vendu la totalité de ses parts à EDF Énergie Renouvelable, un montant estimé à 1,4 milliard à peu près. Voilà. Et puis la vie continue, quoi. S'il a été remplacé par le frère de monsieur Cahuzac. Oui, enfin, si ce n'est toi, c'est non confirme. Enfin, le frère de Cahuzac n'est pas forcément de morale aussi douteuse. Il faut dire qu'il a été placé au moment où son frère était ministre. Hein. Ah oui, d'accord, oui. C'est une petite précision à apporter quand même. Et côté, il y a eu donc une autre, on peut dire magouille aussi. En fait, c'est une affaire de famille, on s'en rend compte. Il y a eu le mari de Madame Pécresse qui a été nommé responsable de la société Alstom Énergie Renouvelable, à l'époque, quand madame a été ministre. Voilà, pour la petite histoire. Donc on sait de manière, enfin c'est clairement établi que les habitants n'en veulent pas, les travailleurs n'en veulent pas, les travailleurs de la mer, les pêcheurs, les gens du tourisme, les élus n'en veulent pas. Pour toutes les raisons que vous voulez, c'est prendre un risque énorme avec un déficit à tous les niveaux considérables, mais surtout, encore une fois, non seulement personne ne l'a demandé, mais personne n'en a besoin. Non. À part, a priori, ceux qui ont des sous à se faire là-dessus. Ah bah oui. Parce que, est-ce qu'on vous a donné donc une explication qui permettait de justifier à la fois l'implantation et la nécessité de mettre en place ces énormes investissements aux frais du contribuable, évidemment, par-dessus le marché? Oui. Quelles sont les explications, les raisons qui vous ont été données pour le fait qu'on avait besoin de ça, alors qu'il n'y a absolument pas de déficit ou de besoin en la matière, ni dans la région, même au sens le plus large de Normandie, Haute-Normandie, etc., en matière de production d'électricité. Donc quels sont les arguments qu'on vous a fait valoir dans les réunions d'information? On nous a parlé de Grenelle, on nous a parlé de mix énergétique, on nous a parlé, de toute façon le mix il est pas seulement énergétique, il est politique, hein, puisque maintenant on se rend compte qu'on ne sait plus les couleurs des gens, on ne les connaît pas, on les connaît juste quand il y a les alliances de dernière minute. Voilà, moi j'ai pas de parti pris pour personne. J'ai été sur la liste de monsieur Dupont-Aignan aux élections régionales. Donc les explications, elles sont toujours données par des politiques. Donc tous ces Grenelles et autres, c'était moins de gaz à effet de serre. Il faut savoir que là-dedans se sont engouffrés les professionnels du renouvelable et ils ont dit plus de renouvelable. Et on a fait passer ça pour un bienfait pour l'humanité. Et c'est un crime contre l'humanité, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais toutes les raisons que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire tout simplement, je demande aux gens qui sont fervents d'Internet d'aller voir qu'est-ce que c'est le programme carbone. C'est pas le mot programme, c'est qu'est-ce que c'est l'impact carbone de la fabrication, de la maintenance d'une éolienne. Et là, on arrive à une nouvelle étape, puisque après cette compétition qui a permis au fond une répartition équitable entre l'ensemble des opérateurs présents autour de cette table, nous passons à une nouvelle étape qui est la convergence et la création d'une véritable force de frappe française. Donc, tout d'abord, c'est la règle, même si on est très déçu d'avoir perdu, il faut féliciter le consortium mené par Suez avec les turbines Areva. J'ai félicité d'autant plus que je crois qu'on est très bien placé, Jérôme Pécresse et moi-même, pour connaître la complexité de ces projets
et la nécessité d'une expertise très approfondie pour les mener à bien. Donc on les félicite. Et puis voilà, demain est un autre jour. Je voudrais quand même en profiter, de profiter de cette tribune pour féliciter les équipes du consortium dont nous avions la charge avec ces turbines Alstom, parce qu'elles ont réalisé vraiment un travail de très grande qualité. Nous sommes très heureux d'avoir remporté les 2 appels d'offres sur Noirmoutier et le Tréport. Et sur le renouvelable, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne et nous considérons que l'éolien offshore va représenter un élément significatif dans le mix énergétique des prochaines années. C'est un enjeu qui est absolument majeur pour la Haute-Normandie, puisque avec ce 2e appel d'offres, et j'en remercie vraiment Madame la Ministre et le gouvernement, la Haute-Normandie devient l'une des premières, si ce n'est la première région pour l'éolien en mer. Ça veut dire quoi derrière? C'est des milliers d'emplois directs et indirects, c'est-à-dire pour les grands groupes, les grands industriels qui étaient présents, mais également pour les PME, les sous-traitants, les fournisseurs, et puis aussi pour les centres de formation, et dans les lycées, et dans tout le réseau, les laboratoires de recherche, les établissements d'enseignement supérieur. Bref, c'est une nouvelle qui est positive pour toute la Haute-Normandie. C'est la croissance verte par la preuve. La croissance verte par la preuve, c'est quoi? C'est bon pour l'écologie, bon pour la planète, énergie renouvelable, bon pour le pouvoir d'achat, et puis bon pour l'emploi non délocalisable, l'emploi qualifié. Que quand on gratte ces mâts qui sont soi-disant verts, on ne trouve que la couleur de l'argent. Soyons-en certains, la couleur de l'argent, c'est notre argent, c'est votre argent, et spolier les gens de leur pouvoir d'achat en détruisant des ressources, en détruisant des emplois avérés, en détruisant les oiseaux, en détruisant les dauphins, les poissons, que sais-je encore, en détruisant tout ce qu'on va détruire pour faire profiter à quelqu'un, à quelques-uns. À quelques-uns, oui. À qui profite le crime? C'est la question qu'il faut poser, parce que c'est un crime. Je disais que c'était une technologie qui était extrêmement onéreuse du fait que les installations en mer nécessitent des investissements considérables et que par ailleurs la production est quand même tout à fait aléatoire. Le vent est quelque chose d'inconstant, à la fois en périodicité et en puissance. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une prédiction sur une production quelconque. Donc ce caractère aléatoire est très difficile à intégrer dans une production, dans une consommation, sachant que la consommation électrique des particuliers, des industries, elle est pratiquement programmée. On sait que tous les matins il y a un pic de consommation d'électricité, que ça se calme ensuite, que ça reprend un peu vers midi, que le soir ça reprend et qu'ensuite ça se calme la nuit. Par contre le vent, lui, il souffle absolument n'importe comment et donc en fait ces installations-là sont en fait amenées à produire de l'électricité quand on n'en a pas besoin. Et donc, comme à travers les contrats de reprise qui sont conclus entre ces fournisseurs et l'EDF, qui sont des contrats, je dirais, qui privilégient la production éolienne et qui sont conclus à des tarifs très élevés, puisqu'en fait, il faut amortir ces installations très coûteuses. Et évidemment laisser une marge substantielle aux promoteurs. Toute l'électricité qui est produite, je dirais, en dehors des périodes dont on a besoin, en fait, elle est perdue parce qu'en fait, elle est exportée à des prix extrêmement bas, qui sont les prix du marché qu'on peut avoir la nuit, qui peuvent atteindre, par exemple, 15 € le mégawattheure, alors qu'en fait EDF rachète ces productions-là à 225 € le mégawattheure. Donc c'est une perte intégrale pour les consommateurs puisque eux payent la différence sur leur facture d'électricité, ligne CSPE, contribution au service public de l'électricité,
de façon à ce que le promoteur, lui, fasse le résultat qu'il a prévu de faire à partir de la production de ces machines. En outre, la problématique de l'amortissement de cet investissement, qui est un amortissement sur du court terme, puisque je crois que c'est au bout de 30 ans, elles sont... C'est 20 ans. 20 ans, elles sont achetées. Ouais. Non, mais je crois qu'elles durent 30 ans maximum. C'est-à-dire que non, elles peuvent éventuellement durer plus longtemps. Puisqu'en fait, en ce moment, les contrats sont conclus sur un prix fixe garanti pendant 20 ans, mais que l'opérateur a la possibilité de poursuivre jusqu'à 40 ans. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est le prix de vente du... Mais le prix de vente de l'électricité est garanti pendant 20 ans. Mais si on parle de l'investissement, c'est le rachat d'ailleurs du matériel qui n'est plus du tout produit en France. En ce qui concerne le projet du Tréport, il y a une ambiguïté complète en ce moment, puisque c'est Areva qui devait fournir les machines, les turbines, et que Areva, étant dans une situation extrêmement délicate, a été contraint de s'associer avec un partenaire espagnol, Gamesa, qui est un leader européen en matière d'éolien terrestre, de façon à pouvoir poursuivre l'étude de cette machine. Et donc ils ont créé ensemble une société, une co-entreprise qui s'appelle Adwen. Mais entre-temps, la société mère espagnole, Gamesa, se fait racheter par Siemens, l'entreprise allemande, leader, je dirais, européen de l'éolien en mer. Et donc, en fait, maintenant, il y a une ambiguïté totale sur la situation qu'on peut avoir, je dirais, d'ici quelques mois, parce que Siemens a indiqué qu'ayant des usines en Allemagne, au Maroc, il n'avait absolument aucune intention de faire des usines en France et d'avoir de la main-d'œuvre en France. Qui seront donc importées. Et qui seront donc importées, voilà. Par-dessus le marché. Voilà. Alors que, si vous voulez, un des objectifs du gouvernement, c'était de créer une filière française de l'éolien en mer. Donc là également, c'est une absurdité. C'est une absurdité, sachant que l'autre acteur, qui était Alstom, a été lui racheté... a été bazardé, comme on sait, dans les circonstances qu'on sait. Par General Electric. Oui, par le même gouvernement d'ailleurs. Voilà. Donc on arrive, si vous voulez, à une situation qui est complètement à l'inverse de ce qui avait été envisagé initialement, c'est-à-dire une électricité extrêmement chère, des machines construites à l'étranger et aucune main-d'œuvre en France. Oui. Donc, superbe bilan. Un bilan extrêmement négatif et complètement opposé aux objectifs initiaux. Alors, le chat, où est-il? Le chat, il est là, voilà. Ah bah voilà le chat. Voilà. Le chat. Mimi, viens là. Le chat marin. Mais non, c'est quand même un gros matou, hein. Ah bah costaud, oui. Ah bah oui. Il a pris de la... Il s'est étoffé depuis 1 an et demi. L'air de la mer lui a profité. Non mais dis donc. Non. Qu'on a perturbé on a perturbé sa sieste. Voilà. Ce qui m'a attiré au Tréport, c'est le côté vrai. C'est l'image d'Épinal, c'est le bout du monde, mais ce n'est pas si loin de Paris, c'est à 160 km, et c'est vraiment très 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 chouette. On est en paix, on peut créer ici. Bon, évidemment, sur le plan culturel, il n'y a pas de grandes choses, c'est populaire, donc c'est des manifestations comme la fête des moules ou coquilles, ainsi de suite.
c'est très très sympa. Et il y a les goélands et les mouettes. Voilà, c'est le concert perpétuel. Et toi, Michel? Qu'est-ce qui m'attire au Tréport? Ben moi j'avais besoin de la mer, parce que bon, mon atelier, j'ai toujours mon atelier à Belleville, Ménilmontant. Et j'avais besoin de la mer, voilà, et pas loin de Paris, et le lieu m'a tout de suite attiré, voilà. Vous voyez, il y a vue sur la falaise ici, donc je suis heureux, il n'y a pas de... Oui, et le charme voilà. est constant, quelle que soit la saison. Bon, c'est l'image d'Épinal du port par le fond et par la forme, quoi. Moi je viens ici depuis 67 et je me suis installé... Enfin, définitivement, voilà, jamais de définitif, mais quelque part, je sais que je vais rester ici. C'est très bizarre, depuis une dizaine d'années, quoi. Ma retraite, j'aime beaucoup ce coin. Et les gens sont chouettes, quoi. Ils sont vrais. On n'est pas ici pour se montrer. Décroise les bras, s'il te plaît. Bon, d'accord. Voilà. Parce que là, quand même, faut qu'on montre ça, quand même. Ah, puis j'ai l'arrière aussi. Ouais. Hein. Ah, fais voir. Attends, on n'a pas bien vu, là. Ah oui, d'accord. Ouais, je disais que la pêche, ça me plaît beaucoup. C'est une mer de travailleurs. Et je crains un peu que ça soit menacé par l'installation des éoliennes. Parce que c'est des petits caboteurs, hein. Ils vont à quelques milles. Et pour mettre du chalut là-dedans, je ne suis pas pêcheur, mais je peux imaginer quand même que pratiquement, ça doit être peut-être impossible. Ouais, bon, j'espère qu'elles ne seront pas installées. Bah, apparemment, c'est normal. Toute la population est unanimement contre, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas à dissuader. On a de plus en plus de gens qui viennent amarrer ici parce que les ports se trouvent impraticables, pas très loin d'ici, en baie de Somme. Les comités de pêche régionaux, puisque maintenant on a la Grande Normandie, la Grande Région Normandie, plus le comité de pêche Hauts-de-France, ces gens-là sont tous d'accord pour contrer ce projet. C'est une hérésie, c'est tout sauf de l'écologie, c'est de l'escrologie en bande organisée, et derrière eux, il y a l'Europe, il y a Bruxelles, il y a tous ces gens qui disent blanc d'un côté et noir de l'autre, qui signent les chèques avec votre argent, avec notre argent, avec notre sœur et notre travail. Et voilà, je veux dire, c'est tellement évident. C'est un collectif qui veut dire pour un littoral sans éolienne, qui a pour objectif, pour fonction déjà aujourd'hui, de regrouper tous les opposants aux éoliennes, notamment les associations des sites concernés. Aujourd'hui, en France, on a 6 sites qui sont déjà en grand danger. Et on regroupe aussi des élus, des pêcheurs, des commerçants, parfois des associations qui défendent le tourisme, etc. Notre objectif est évidemment de faire un barrage à ces projets gigantesques et monstrueux. Je pense qu'ils ont déjà été un peu définis. Ils sont à peu près les mêmes partout. Ce sont des projets qui regroupent
des consortiums de sociétés multinationales, pour les 3/4 étrangères. Ce qui veut dire en sorte... Mais financé sur fonds publics. Alors, indirectement, c'est-à-dire que déjà, ce sont des sociétés qui ont beaucoup de subventions, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, voire régional, et qui, en plus, se font financer essentiellement par un prix d'électricité qui va être exorbitant. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, ils ont réussi à avoir des contrats de vente de mégawattheure à 220 € le mégawattheure, alors que c'est exporté le prix d'achat, le prix de revente de cette énergie est à 30 € à l'export. EDF est donc contraint pendant 20 ans d'acheter le prix d'électricité 220 € le mégawattheure, et EDF exportera cette même énergie à 30 € actuellement le prix du marché. Le marché est en train de s'effondrer parce que d'abord il y a trop d'énergie, c'est pour ça que le prix baisse. Il y a trop d'énergie en Europe. On atteint des prix tellement faibles que maintenant, à la limite, c'est plus intéressant d'en produire. Et nos responsables politiques, on fait un tour de force parce qu'ils se sont engagés pour 20 ans à acheter à un prix de 220 € indexé. C'est-à-dire que c'est un prix qui sera progressivement et qui ne fera qu'augmenter. Voilà, tout ça pour des multinationales qui vont venir s'accaparer notre littoral. On est en train de constater qu'on est en train de découper entre les Allemands, les Danois, les Espagnols, les Canadiens maintenant, et vient se rajouter les Chinois. Enfin voilà, voilà ce qui se passe actuellement, ce que l'on va faire de notre littoral français. Et ce n'est qu'un début, parce qu'aujourd'hui il y a 6 projets prévus dans les 2 premiers appels d'offres. C'est-à-dire qu'on a, pour prendre dans l'ordre, on a donc Saint-Nazaire, la baie de Saint-Brieuc, les plages du débarquement, Étretat, Fécamp, concernés par le premier appel d'offres, premier projet d'appel d'offres. Déjà 4 sites, on peut dire 4 sites connus. Quand je dis Saint-Nazaire, c'est la Baule, enfin voilà, toute cette partie-là qui sont appelés à être détruits. Et dans le deuxième appel d'offres par la suite, on aura donc Île-Dieu-Noirmoutier. Et là, ici, le projet dit du Tréport, mais en fait qui va de la baie de Somme à Dieppe-Varengeville. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de sacrifier pour créer des emplois, soi-disant des promesses d'emploi, mais comme, oui, il y aura des emplois, c'est sûr, mais à l'étranger, essentiellement, et avec payé par contre... par le contribuable français. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. La mise en place de ces machines nécessite évidemment des travaux extrêmement importants sur les fonds marins, puisque les jaquettes qui vont être utilisées pour supporter ces machines nécessitent le battage de pieux, donc c'est extrêmement sonore pour le milieu marin, qui transmet très très bien le bruit. Et pas n'importe quel pieu, je crois que les dimensions sont colossales à l'échelle de ces énormes superstructures qui font plus de 200 mètres de haut. Les machines elles-mêmes font plus de 200 mètres de haut, mais les structures qui vont servir à les supporter, évidemment, vont jusqu'au fond marin, c'est-à-dire qu'elles font de l'ordre de 35 à 40 mètres de haut. Et par ailleurs, pour qu'elles soient fixées sur le fond marin, il faut qu'il y ait, je dirais, des pieux ancrés dans le sol, de façon à tenir ces machines et leurs supports en dépit des conditions météorologiques qui peuvent être très violentes dans la région, le vent et surtout la houle qui peut être très forte. Qui d'ailleurs
quand il y a beaucoup de vent, comme les gens peut-être ne le savent pas, on arrête les éoliennes. Absolument. Au-delà de 90 km/h, le vent nécessite l'arrêt des machines. En gros, elle démarre à 15 km/h et elle s'arrête à 90 km/h. Il y a par ailleurs, après la pause des machines, il y a la mise en place de tous les câbles électriques destinés à exporter la production vers le rivage. Et donc il y a des câbles qui vont à partir de chaque éolienne jusqu'au poste de transformation qui est au milieu du parc. Ce sont des câbles haute tension qui vont être enfouis dans le sol. Donc ça nécessite des travaux, je dirais, de dragage pour mettre en place ces câbles. Ce qui n'empêchera pas que, malgré l'enfouissement, ils rayonnent considérablement, ce qui fait qu'il y aura un champ magnétique tout autour. Hein. Donc il n'est pas évident, si vous voulez, que le milieu halieutique apprécie et que ça ne modifie pas de façon considérable toute la faune dans la zone. Oui, parce que c'est pas un seul câble, c'est un grand nombre, puisqu'il y a combien d'éoliennes prévues? Il y a 62 éoliennes et en gros, il va y avoir 2 câbles par machine. Voilà, donc il faut se rendre compte de l'impact. Donc ça fait 144 câbles qui vont se promener sur le sol marin, qui vont être mis en place. Ensuite, deux énormes câbles qui relient le transformateur central au rivage. Et toujours ça en très haute tension. Donc ça n'est pas neutre. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui s'inquiètent sur le littoral, parce qu'en fait, il faut faire passer ces câbles-là quand même à proximité de l'habitation. Ça passe sur une plage, quelles seront les conséquences? Et puis, je dirais, le deuxième aspect en ce qui concerne je dirais, le milieu marin, c'est bien sûr la protection de toutes ces machines, puisque la partie immergée est en contact avec l'eau de mer, bien sûr, et il faut la protéger contre la corrosion et contre les incrustations de coquillages. Et donc, il y a des anodes sacrificielles qui diffusent lentement dans l'eau des produits toxiques, de façon à éviter que les moules et que la corrosion et que les courants vagabonds qui déclenchent la corrosion dans ces machines, dans ces structures, se développent. Donc tout ça, ça a aussi un impact considérable sur le milieu marin. Et toutes ces objections, sans même parler de l'absurdité économique globale, économétrique du projet, ont été balayées par la puissance publique. Ah oui, complètement ignoré. Avec quel argument? L'argument que les études qui ont été menées montrent que ça n'a pas d'impact réel et puis que effectivement s'il y a un impact, cet impact sera compensé. Hein, c'est-à-dire que en fait c'est la théorie éviter, limiter ou compenser. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas vraiment à compenser ou à éviter, à ce moment-là on paye. Voilà, c'est ça. Et donc on indemnise, on paye les pêcheurs parce qu'il n'y a plus de poissons, voilà, c'est ça. C'est la logique débile de la taxe carbone. Voilà. Hein. Et, alors en ce qui concerne, si vous voulez, ce parc, cette installation industrielle, parce qu'en fait, je dirais, pour donner une bonne image, les promoteurs utilisent des termes qui sont plus flatteurs. Mais en fait, c'est une installation industrielle, c'est une usine qui a les pieds dans l'eau. Cette usine, un tiers de son site est dans un parc naturel marin. Le parc naturel marin des estuaires Picard, des estuaires Picard et de la côte d'Albat. Et donc on se demande ce que fait une installation industrielle dans un parc naturel marin. Donc on ne peut pas considérer que ce soit vraiment l'objectif. Il y a un autre aspect qu'on peut évoquer, bon, ça ne concerne pas directement les installations du Tréport, mais pour toutes les installations dont le promoteur
est EDF. EDF s'est associé avec une société canadienne à 50%. Et en fait, cette société canadienne recevra évidemment 50% des revenus de ces programmes. Donc il y a là quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que en fait on a une entreprise quasiment ex-nationale qui concède 50% de son activité à une entreprise étrangère et qui va reverser 50% des dividendes à cette entreprise sur les montants collectés. Qui sont entièrement des fonds publics. Entièrement des fonds publics. Et des contributions de la population, des usagers, des services publics français. Ouais. Donc là, il y a, indépendamment du fait que déjà, toutes ces machines, il n'y en a pas une seule qui est française. La maintenance, comme on l'a vu, ce sera vraiment le minimum qui sera fait en France, puisque les équipes de vraie maintenance sont allemandes. Et que par ailleurs, il n'y a pas d'usine en France, il n'y a pas de... Oui, on voit bien la logique à la fois libérale décomplexée, qui approfondit celle du gouvernement précédent, et en plus le côté supranational européen qui consiste en réalité à priver à la fois les forces productives, les travailleurs et les usagers français qui sont les payeurs au fond de toute la rationalité économique d'un projet comme celui-là, de l'hypothétique rationalité économique qui consiste simplement pour quelques-uns, tous à l'étranger et à caractère privé, au fond, de se faire des thunes sur le dos du contribuable. Absolument. Après, quelles sont les armes pour pouvoir... les armes, si vous voulez... Est-ce que l'État intervient comment, lui? C'est l'État qui prend la décision. Il est responsable et coupable. Au niveau de nos élus locaux, quel est leur moyen d'action? Les élus locaux, ils ont déjà largement exprimé leur opposition. Ils sont tous contre. Donc en fait, ils sont tous contre. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue en cette salle Serge Reggiani. À vous toutes et à vous tous, à la commission du débat public. Sur le projet de parc éolien des deux côtes, au large de la Somme et de la Seine-Maritime, face à notre ville, face à notre cité portuaire et balnéaire. C'est dire que nous sommes attachés à ce que ce débat se fasse dans la sincérité et la transparence. Publics et populations socio-professionnelles ont donc toutes les raisons de s'inscrire dans ce débat qui, soyons-en certains, concernera notre devenir et impactera la vie de notre cité. La Compagnie du Vent et le groupe Suez, porteurs de ce projet d'implantation de 141 machines de plus de 150 mètres de haut au large de nos côtes, a sollicité, comme lui impose la loi, la mise en place de la commission qui organise ce débat. Elle va défendre son projet. Pour ce qui nous concerne, ainsi que le conseil municipal du Tréport, c'est une opposition farouche que nous allons y opposer pour des raisons que je développerai plus tard. Si vous voulez, comme la ministre de l'écologie, de l'énergie et de la marine, et une personne qui a, je dirais, la volonté d'un dictateur, ça compte pas beaucoup. Hein. Mais je dirais ce qui est important, c'est qu'effectivement
la population s'exprime largement, et sachant qu'on va prochainement arriver dans une période électorale, c'est à ce moment-là qu'il faudra... Nous allons faire pression. Voilà. Et ce film est un moyen de pression. Et voilà. Si vous mettez votre nom là... on est en train de réaliser... Nous avons un débat public qui, normalement, est de la démocratie. Et en réalité, nous nous apercevons, au vu de la continuité, puisqu'il est hors de question d'écouter ce qui a été proposé et non pas imposé, à l'inverse de ce qui nous est imposé, mais ce qui a été proposé, c'est-à-dire la nouvelle zone près de Dieppe, puisque la Chambre de commerce de Dieppe en veut à corps et à cri. Sauf que d'un seul coup, ces gens-là habitent justement dans les zones où ils vont avoir les éoliennes à leurs pieds avec la zone proposée par les marins. Et là, du coup, c'est tout autrement. On n'a plus le même discours. Ah bon, mais non, c'est pas possible. Ces gens-là ont investi sur ce projet-là, ils vont pas aller sous nos fenêtres. Voilà. Vous savez, c'est... Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que Emmanuel Maquet mettait l'accent là-dessus. C'est une mascarade de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne tient absolument pas compte de ce qui a été dit. Et aujourd'hui, comme on fait 5550 signatures contre ce projet sur une ville qui compte 5300 habitants, on se dit qu'il y a effectivement des causes réelles et sérieuses d'eux. Nous avons des élus qui sont porteurs de nos voix, que ce soit à Mers-les-Bains, au Tréport, que ce soit pour une grande partie à Dieppe, que ce soit à Criel-sur-Mer, qui comprend également Ménilval. Donc tous ces gens-là sont une frange... Et des gens qui dépassent les clivages politiques, puisqu'ils sont a priori de clans opposés. Absolument. Mais ils sont tous d'accord pour dire merde aux éoliennes. Mais M. Pesquel, qui est député maire du Touquet, l'a dit en 2005 en adhérant à Pulse pour un littoral sans éolienne, qui a été, je dirais, le premier collectif qui s'est formé à juste titre contre ce projet. Nous faisons fi de nos différences politiques. Aujourd'hui, nous avons des paysages, nous avons des touristes, nous avons des habitants, bien sûr, puisque c'est quand même nous d'abord, entre guillemets, parce que moi, c'est pas d'abord à moi que je pense, c'est à ceux qui viennent après, et puis c'est à ceux qui viennent ici. Et battons-nous avec ces armes-là, et on se demande aujourd'hui, elle est où la démocratie ? Quels sont les moyens d'action et les perspectives de l'association? Alors nous sommes donc regroupés dans notre collectif en différentes associations et des gens qui se battent. Alors ils se battent médiatiquement comme ils peuvent, comme ça aussi bien sur se faire connaître localement par différentes actions. Mais il y a aussi par des conférences, par des réunions publiques, comme ça, pourquoi pas sur les marchés, etc. Et puis là, on en arrive au système des procédures juridiques, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des procès pour bloquer ces projets. Et les perspectives de ces procédures? Ça va être déjà, ça ne leur plaît pas du tout. Je peux vous dire que, parce que lorsqu'on met en place des procédures juridiques, ça bloque les projets. Parce que les banquiers n'aiment pas financer des projets où il y a des procédures juridiques parce que ça traîne longtemps. Et voilà, donc déjà c'est un de nos moyens de défense, je dirais. Et puis avec le temps, on espère que nos élus et nos responsables politiques vont être mis en cause dans quelques mois, donc on peut espérer qu'on pourra leur mettre la pression. On met la pression déjà ici, on a pas mal réussi. Oui, parce qu'ici les élus sont tous contre. Les élus ici dans le coin ont bien compris. Oui. Ils ont mieux compris que les autres et plus vite parce que faut dire aussi qu'ici on est concerné depuis très longtemps puisqu'il y a eu un premier projet qui n'a pas abouti. Donc ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet. Je veux dire que maintenant on a le retour sur la production d'énergie éolienne en Europe, en Allemagne où c'est une catastrophe. En Espagne. En Allemagne, ils ont supprimé une partie de leur nucléaire, mais ils l'ont remplacé par le charbon. Et pourtant, ils sont suréquipés en matière d'énergie renouvelable intermittente, parce que ce sont des énergies intermittentes. Et voilà. Donc, on peut dire que la population et les élus ont pris conscience de l'enjeu. Sur les autres sites, c'est plus récent, donc ça demandera certainement beaucoup plus de temps. Mais on se rend compte quand même que même les médias commencent à mieux comprendre et nous soutenir. Et on commence à mesurer que les médias locaux, mais aussi nationaux. Il y a une prise de conscience quand même
on peut dire de l'arnaque, quoi. Parce que c'est une grosse arnaque. On essaye de vivre. Et alors, qu'est-ce que tu penses, parce que c'était le sujet de départ, notre présence ici, des éoliennes. Hors de question. Ouais, dis-moi ce que tu en penses. Et je vous fais ça aussi. Et ça aussi. Pour les éoliennes. Ah ouais. Excusez-moi, je sais pas s'il y a du monde qui va me regarder. Non, non. Non.